L'histoire commence avec un homme debout au bord d'une falaise, décidant d'en finir, se considérant comme faible. Il saute les yeux grands ouverts et sourit, cachant sa douleur, affirmant qu'il n'a aucune raison d'exister puisqu'il n'a rien accompli dans sa vie. Convaincu d'avoir vécu la pire vie possible, il s'apprête à rencontrer sa fin, mais ses yeux se remplissent de regrets. À ce moment-là, nous sommes transportés dans le passé et découvrons un groupe d'aventuriers combattant des monstres dans un donjon. Le guerrier du groupe, Zoïd, affronte un monstre géant ressemblant à un rat, tandis que la mage, Jolene, prépare un sort final. L'homme que nous avons vu plus tôt fait également partie de leur équipe, se tenant derrière Jolene comme un véritable loser. Il est clair qu'il est un poids mort, son travail étant ironiquement de porter les bagages de son équipe. Jolene achève son sort de feu et anéantit le monstre en une seule attaque. Après avoir vaincu le monstre, Jolene et Zoïd se tournent vers N, qu'ils appellent le ramasseur d'ordures, et lui demandent de récupérer les restes du monstre. Trop faible, il trébuche et tombe, s'humiliant devant ceux qui le considèrent déjà comme complètement inutile. Zoïd commence à le harceler pour son inutilité, mais Jolene l'arrête en disant qu'il n'est qu'un simple bas commun, contrairement à eux, des hauts communs. N s'excuse en expliquant qu'il portait beaucoup de poids sur son dos, ce qui l'a déséquilibré. Il se met néanmoins au travail et utilise la seule compétence qu'il possède, l'évaluation, pour analyser le monstre. Nous apprenons que son métier est évaluateur, considéré comme un travail très bas de gamme dans ce monde, raison pour laquelle il est traité comme un déchet par tout le monde. Dans ce monde, une personne reçoit un métier de la déesse de la lumière et une compétence de la déesse des ténèbres à sa naissance. Bien que les compétences puissent être maîtrisées pour acquérir diverses capacités, les métiers sont fixes tout au long de la vie, servant à différencier l'importance de chaque individu. Le système de classement fonctionne comme une pyramide, divisant les métiers en 3 classes, rares, haut commun, la classe de Jolene et Zoïd, et bas commun, au bas de la pyramide, qui est la classe de N. La plupart des agriculteurs et des évaluateurs appartiennent à cette catégorie, car ce sont des classes non combattantes. N mentionne que, dans la plupart des cas, les métiers peuvent être hérités des parents, offrant une seconde chance. Cependant, N a perdu ses 2 parents très jeunes et s'est retrouvé coincé avec son métier d'évaluateur. Malgré tout, il n'a pas abandonné et a choisi de devenir aventurier au lieu de fermier, espérant un jour faire fortune. Malheureusement pour lui, la chance n'a jamais été de son côté. En tant qu'aventurier, la seule chose qu'il fait est d'évaluer les cadavres de monstres pour déterminer quelles parties peuvent être utilisées. Il inspecte le cadavre du rat et trouve le seul objet de valeur, ses dents, qui peuvent servir à fabriquer des armes. Cependant, il est si faible qu'il est incapable de les extraire, prouvant qu'il est tellement incompétent qu'il ne peut même pas gérer les déchets en tant que ramasseur d'ordures. Son incompétence met Zoïd en colère, au point qu'il lui lance un caillou. Lorsqu'N montre le moindre signe d'agacement, Zoïd lui donne un coup de pied au visage, lui rappelant qu'ils ont eu pitié de lui en l'intégrant dans leur groupe d'aventuriers et qu'il devrait leur être éternellement reconnaissant. N s'excuse pour son insolence et, sans un mot de plus, se remet au travail, acceptant l'injustice de ce monde. Pendant qu'il s'occupe du cadavre, Jolene commence à le moquer, le traitant de tous les noms, comme sale et dégoûtant, parce qu'il met ses mains sur un rat mort. Ces moqueries ne font qu'accentuer les regrets d'N vis-à-vis de sa misérable vie. Pourtant, pour continuer à vivre dans ce monde, il tolère silencieusement ces traitements cruels. Il ne peut blâmer que son métier et la déesse de la lumière pour avoir ruiné sa vie, mais même cela ne résout pas ses problèmes. Le groupe poursuit son exploration du donjon et tombe sur le cadavre d'un chien infernal. Zoïd ordonne au ramasseur d'ordures de se remettre au travail, mais N hésite, trouvant étrange qu'un monstre si puissant soit mystérieusement mort ici. Il se rappelle que la guilde avait mentionné que des monstres aussi précieux que les chiens infernaux ne se trouvent pas dans ce donjon, ce qui le rend encore plus méfiant. Mais Zoïd, indifférent, le pousse littéralement vers le cadavre, lui ordonnant d'arrêter de parler et de travailler. Se sentant impuissant, N utilise sa compétence d'évaluation et découvre que le cadavre contient de nombreux matériaux rares. Alors qu'il commence à les collecter, Zoïd remarque un autre chemin menant à ce qui semble être un autre cadavre de chien infernal. N est convaincu que quelque chose ne va pas, car la carte fournie par la guilde indiquait que le donjon n'a qu'un seul passage. Il supplie Zoïd et Jolene de rebrousser chemin, mais Zoïd, exaspéré par ses caprices, décide de l'exclure du groupe. Face à sa situation financière désastreuse, N reconsidère et suit Zoïd et Jolene dans le nouveau chemin, qui les conduit finalement à une douzaine d'autres chiens infernaux morts. Bien qu'il soit évident qu'il s'agit d'un piège, N reste silencieux. Une fois qu'il s'aventure suffisamment loin, une meute de chiens infernaux vivants les entoure, révélant que tout ceci était un piège depuis le début. Réalisant qu'ils ne peuvent pas vaincre autant de chiens infernaux, Zoïd propose de sacrifier N pour gagner assez de temps pour fuir, ce à quoi Jolene consent. Sans pitié, elle utilise un sort de paralysie sur lui, le laissant comme nourriture pour des dizaines de chiens infernaux. Entouré par les chiens infernaux démoniaques, N est pris de panique au point de presque se faire dessus. Il se fait mordre de tous côtés, mais commence bientôt à ressentir des picotements dans ses mains,
signe que le sort de paralysie s'estompe lentement. Avec le peu de force qu'il peut rassembler, il attrape une pierre et fracasse le crâne d'un des monstres. Ensuite, il saisit son sac de fruits et le jette sur les bêtes. L'une des créatures croque dans une pomme, comme un apéritif, et se prépare à attaquer à nouveau. Sentant le danger imminent, N profite de l'occasion pour s'enfuir en courant pour sauver sa misérable vie. Mais alors que tout espoir semble perdu, il se rend compte que la sortie du donjon est scellée. Pris au piège avec les monstres, il remarque une traînée de sang qui le guide vers ce qu'il espérait être un refuge sûr. Malheureusement, il se retrouve dans une impasse, au bord d'une falaise. En se retournant, il voit les chiens infernaux qui se rapprochent rapidement, prêts à mettre fin à sa vie pathétique. Coincé entre deux options fatales, il se remémore son passé en tant qu'évaluateur. À ses débuts comme aventurier, il s'efforçait de survivre, bien qu'il ne soit qu'un amateur. Il en veut à Zoïde pour l'avoir humilié et l'avoir forcé à se soumettre, seulement pour l'abandonner ensuite. Malgré sa colère, N est incapable de se défendre, conscient de son inutilité. Il ne blâme personne d'autre que lui-même pour sa situation actuelle, attribuant cela à sa fuite de son rôle initial. À ce moment, il arrive à la conclusion qu'il est trop tard pour regretter et prend la décision audacieuse de sauter de la falaise. En tombant dans le vide, il repense à sa vie pathétique et accepte qu'il a vécu comme un déchet et fini de la même manière. Alors qu'il gît inconscient, une étrange femme bien équipée, vêtue de blanc, s'approche de lui et pose ses lèvres sur son front. Après une telle chute, on aurait pu croire que c'était la fin de sa vie. Pourtant, les choses prennent un tournant inattendu lorsqu'il se réveille dans une petite flaque d'eau, vivant. Il est incapable de comprendre comment il a survécu à un tel incident. En explorant son environnement, il aperçoit un arbre magnifique qu'il reconnaît comme l'arbre Yggdrasil, un arbre extrêmement rare dans sa région. Excité de découvrir que cet arbre existe dans un endroit aussi splendide, il examine davantage les environs. Cependant, il commence à se sentir étrangement seul, réalisant qu'il sera difficile d'appeler à l'aide depuis cet endroit. Il décide de chercher un moyen de survivre en s'échappant par une porte ouverte qu'il avait aperçue. Pendant ce temps, la femme qui lui a sauvé la vie essaie de l'avertir d'un danger, mais il semble distant, tant physiquement qu'émotionnellement. Bien qu'il ait reçu une seconde chance de vivre, il reste troublé par son existence misérable et incertaine. Le gars insensé continue de courir, se dirigeant cette fois vers le donjon le plus proche qu'il puisse trouver, ignorant totalement l'arbre magnifique derrière lui. Il se précipite vers l'entrée d'un labyrinthe sinistre et effrayant, où son destin tragique l'attend. Bien que son intention soit de sauver sa peau après avoir été miraculeusement réincarné, son choix s'avère désastreux dès le début, il est immédiatement attaqué par une bête sauvage d'une puissance redoutable. Quel imbécile! N, abasourdi par la situation, reste figé d'effroi pendant plusieurs minutes, incapable de réagir. Puis, l'impensable se produit, son oreille est brutalement arrachée. Il s'effondre au sol, tordu de douleur, hurlant à plein poumon. Ce garçon stupide avait refusé de profiter de la nouvelle vie paisible qui s'offrait à lui et avait choisi de se jeter directement dans les griffes du danger. Il croyait naïvement pouvoir esquiver les monstres qui se dresseraient sur son chemin ou qu'une nouvelle chance lui serait accordée. Mais son arrogance le rattrape rapidement. La bête, ayant goûté à son oreille, le prend pour un morceau de viande grillée et se met à le découper sans la moindre pitié. Le corps d'N est mutilé, et il crie de toutes ses forces, sentant la mort approcher inexorablement. Alors que le monstre s'apprête à porter le coup fatal, un autre prédateur surgit de l'ombre et élimine la bête sur le champ, éclaboussant la scène de sang. Cependant, ce répit est de courte durée, le nouveau monstre avait pour but d'éliminer la première bête uniquement pour accéder plus facilement à sa proie initiale, N. Terrifié, le pauvre garçon, paralysé par la peur, contemple la nouvelle créature, une bête encore plus féroce. N sait qu'il n'a aucune chance de survie face à un tel adversaire. Sans perdre un instant, le monstre s'élance sur lui. N, résigné, accepte son sort. Il perd d'abord ses deux yeux, arrachés sans ménagement, avant d'être saisi et secoué comme une poupée de chiffon. Chaque muscle de son corps est broyé, et il regrette amèrement sa deuxième existence. Il se languit que cette torture se termine enfin par la mort. Cependant, contre toute attente, son destin prend un tournant surprenant. Au moment où il est sur le point de mourir, une jeune fille puissante surgit pour le sauver avec une magie impressionnante. En un clin d'œil, elle neutralise la bête, expliquant qu'elle agit sur ordre d'une belle dame. À sa grande surprise, il découvre que cette dame n'est autre que la mystérieuse femme en blanc qu'il avait aidée plus tôt, bien qu'il n'ait jamais su qu'elle existait réellement. Quand N rouvre les yeux, il découvre une magnifique jeune fille assise juste devant lui. Émerveillé par sa beauté, il reste bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot. Sa maladresse habituelle refait surface, et le simp en lui semble prêt à refaire surface, bien que son avenir reste incertain. Cet elfe, qui semble sorti d'un conte de fées, lui offre une tasse de thé, mais elle ne sait pas comment réagir. Une autre femme apparaît à ses côtés pour lui expliquer que sa fille lui offre une tasse de thé qu'elle a préparée elle-même. Elle insiste pour qu'il la boive et montre sa gratitude.
Avant qu'il ne puisse demander qui elles sont, la femme le force à boire tout le thé. Cependant, même après cela, il reste fasciné par la beauté de l'elfe. Quelques minutes plus tard, il leur demande si ce sont elles qui l'ont sauvé. La femme précise qu'elle n'avait pas l'intention de sauver une forme de vie aussi inférieure, mais sa fille, Yuri, l'a supplié de l'aider. Elle n'a donc eu d'autre choix que d'éliminer les monstres, et il doit la remercier de tout son cœur. Il la remercie en l'appelant par son nom, ce qui la fait rougir, mais cela pousse aussi la femme à lui donner un coup de pied au visage. Yuri explique à sa mère qu'elle aime être appelée par son nom et qu'elle ne doit pas l'attaquer. En entendant Yuri appeler la femme mère, elle est très surpris. La femme explique alors qu'elle est la mère de Yuri et qu'elle s'appelle Ursula, la gardienne de l'arbre-monde. Dans ce monde, il existe 9 arbres comme celui devant eux, et les gardiens sont chargés de veiller sur eux, de les protéger et de les défendre contre les attaques extérieures. Ursula précise que depuis que sa fille a pris racine, elle vit à sa base. En entendant cela, elle commente que Yuri est humaine, mais Ursula le corrige en expliquant que ce n'est pas le cas. Yuri est en réalité l'arbre-monde devant eux, ou plus précisément, la volonté de l'arbre, ou pour faire simple, son esprit. En comprenant cela, elle remarque que cela explique pourquoi elle est si belle, ce qui fait encore plus rougir Yuri. Ursula le frappe à nouveau, exigeant qu'il cesse de faire de tels commentaires à sa fille, car ce n'est pas pour cela qu'elles lui ont rendu son œil. C'est alors qu'Anne se rappelle que l'ours de la mort lui a arraché l'œil, le laissant gravement blessé, mais qu'il est maintenant guéri. Ursula explique qu'elle a soigné ses blessures avec des gouttes de l'arbre du monde, mais que ces gouttes ne peuvent pas restaurer des yeux détruits. C'est pourquoi elles ont utilisé une partie de l'arbre pour en fabriquer un artificiel, ce qui en fait un œil spirituel prothétique. Cela a été fait à la demande de Yuri, qui a supplié sa mère d'utiliser son pouvoir pour lui permettre de revoir. Anne demande pourquoi elles ont pris tant de peine, et Yuri répond que c'est parce qu'il lui a auparavant dit merci. Ursula explique que c'est très rare que quelqu'un tombe dans cet abîme, mais que lorsque cela arrive, Yuri les sauve toujours. Cependant, la plupart des gens ne la remercient jamais. En fait, quand ils découvrent quel est l'arbre-monde, la majorité d'entre eux arrachent des feuilles et des branches pour les emporter avec eux. C'est pourquoi les paroles d'Anne ont beaucoup touché Yuri, et elle a voulu le sauver à nouveau. En comprenant cela, Anne sourit et remercie Yuri de l'avoir sauvé 2 fois, en disant qu'il lui doit la vie. Ces mots font énormément rougir Yuri, mais Ursula les interrompt et explique à Anne qu'elles l'ont déjà sauvé, et qu'il peut maintenant partir. Yuri l'arrête, lui rappelant qu'il est dangereux à l'extérieur et qu'il pourrait mourir, et qu'elle doit faire quelque chose à ce sujet. Ursula ne sait pas quoi faire, car son serment en tant que gardienne ne lui permet de s'éloigner de l'arbre que dans une certaine limite. Ainsi, elle ne peut pas l'accompagner à la sortie. De plus, la magie de téléportation ne fonctionne pas dans ce donjon. En entendant cela, Yuri commence à pleurer sans s'arrêter, ce qui brise le cœur d'Ursula, qui ne supporte pas de voir sa fille triste. Par conséquent, Ursula décide à ce moment-là qu'elle s'occupera d'entraîner Anne et de le renforcer pour qu'il puisse sortir par ses propres moyens. Yuri est ravi et serre sa mère dans ses bras pour la remercier, tandis qu'Anne, de son côté, est surpris d'apprendre qu'il pourra quitter cet endroit. Ému, il pleure et les serre toutes les deux dans ses bras. Ursula l'avertit qu'elle l'entraînera personnellement, en tant que la sage la plus puissante. Il devra donc donner tout ce qu'il a. Anne accepte en promettant de faire de son mieux, et son entraînement commence peu après. Ursula l'emmène dans un couloir sombre où il ne peut rien voir. Elle lui rappelle alors qu'il possède, dans son œil gauche, une partie de l'arbre-monde. En se concentrant sur sa perception, Anne se souvient que lorsque l'ours de la mort a détruit son œil gauche, il a sombré dans les ténèbres, mais Yuri lui a offert sa lumière. Les paysages qu'il peut voir, et tout ce qu'il verra dans ce monde, sont et seront grâce à la lumière que Yuri lui a donnée. En pensant à cela, Anne sent que son œil devient chaud. Lorsqu'il regarde à nouveau le couloir, il est surpris de pouvoir voir tout l'endroit illuminé. Ursula commente que c'est maintenant que son véritable entraînement commence. Elle lance une pierre sur un monstre pour l'inciter à attaquer. Anne esquive de justesse, mais le monstre se déplace à une vitesse fulgurante dans différentes directions. Ursula l'avertit qu'il doit esquiver tous ses mouvements. Anne trouve cela impossible, mais elle lui rappelle qu'il possède le pouvoir d'évaluation. Il répond que cette capacité ne sert qu'à extraire des informations, mais Ursula lui explique qu'évaluer avec un œil spirituel est très différent d'un œil humain. En entendant cela, Anne décide d'utiliser son pouvoir d'évaluation sur le monstre. Sa capacité lui révèle que le gremlin se déplacera à grande vitesse pour tenter de lui couper l'oreille droite avec sa faux. Ursula explique qu'un œil spirituel peut évaluer bien plus que les capacités humaines, comme anticiper les attaques de son adversaire. Anne comprend, mais juste après, il s'évanouit à cause de la perte de sang. Ursula n'a d'autre choix que d'utiliser à nouveau des gouttes de l'arbre-monde, ce qui permet à son oreille de se rattacher à sa tête. Anne se réveille soulagée, mais Ursula, avec une expression quelque peu inquiétante, lui annonce que grâce à ces gouttes, elle pourra le soigner autant de fois que nécessaire. Elle déclare qu'elle affinera ses techniques jusqu'à la limite de la mort. Avant qu'il ne puisse protester, le gremlin l'attaque à nouveau. Anne utilise immédiatement son pouvoir d'évaluation pour analyser ses mouvements.
C'est alors qu'un dilemme se pose, bien qu'il sache où le monstre vise, ses réflexes ne suffisent pas pour réagir à temps. Il se rend compte qu'il serait utile de connaître également le moment précis de l'attaque. En se souvenant qu'il possède un œil spirituel, N décide de dépasser ses limites. Il tente alors une nouvelle approche en utilisant la capacité de réévaluation, qui lui permet de voir le moment exact où l'ennemi passera à l'action. Grâce à cela, il réussit à esquiver l'attaque juste à temps et se rend compte que c'est la première fois qu'il évite l'assaut d'un monstre de rang S. N, euphorique, demande à Ursula si elle a vu cela. Mais avant de finir sa phrase, le gremlin l'attaque par derrière. Il comprend alors qu'il ne peut pas baisser sa garde et qu'il doit faire en sorte que l'évaluation devienne aussi naturelle que respirer. Une fois cela accompli, cela changera sa vision du monde. Avec cette idée en tête, une semaine plus tard, N continue de s'entraîner intensément. Il utilise son pouvoir de plus en plus rapidement, mais de temps en temps, il baisse encore sa garde et subit des blessures. Cependant, Ursula lui assure que la douleur est le meilleur enseignant. Elle décide qu'il est temps de passer à la prochaine leçon, vaincre enfin le gremlin. N répond que le combat n'est pas son domaine, mais Ursula le sait déjà et précise que la clé réside dans l'utilisation de son œil pour l'aider. Ursula lui remet une épée en bois fabriquée à partir de l'arbre du monde, expliquant que Yuri lui a demandé de lui donner cet objet. Yuri a enduré la douleur de s'arracher une branche pour la fabriquer, donc elle ne doit absolument pas la casser. Elle accepte avec soin et remercie une fois de plus Yuri pour son aide, se sentant plus motivée à s'entraîner. En sachant où et quand attaquer le gremlin, elle attend le moment exact pour frapper, mais ses mouvements s'avèrent trop lents. Après plusieurs tentatives, il réalise qu'en plus d'observer le mouvement, il pourrait aussi visualiser la trajectoire de l'attaque grâce à son œil spirituel. Il décide d'utiliser une super évaluation, qui lui permet de voir son adversaire comme au ralenti. Grâce à cette capacité, il parvient enfin à vaincre le gremlin en un seul coup, ce qui le surprend énormément. C'est alors qu'il comprend que même si ses mouvements semblaient lents, ils étaient en réalité extrêmement rapides, et qu'un contre-attaque avec cette vitesse pourrait être fatal. N est très excité, car c'est la première fois qu'il vainc un adversaire, et qui plus est, un monstre de rang S, mais Ursula le frappe et le prévient qu'il est trop tôt pour se réjouir. Elle précise qu'il doit éliminer tous les gremlins de la zone. N accepte sans problème et, en peu de temps, il réussit à vaincre chacun d'eux. Ursula décide alors de passer à la leçon suivante, évaluer la capacité d'un gremlin et s'en approprier. Elle explique que les humains acquièrent des compétences en les apprenant, tandis que les monstres naissent avec elles. Évaluer consiste à lire les informations sur l'adversaire, à les comprendre et à les assimiler. Avec son œil spirituel, N peut non seulement obtenir des connaissances, mais aussi acquérir de l'expérience. Assez surpris, N essaie de s'approprier une compétence, mais s'effondre immédiatement avec un cri de douleur, disant que c'est comme si son cerveau était inondé d'informations. Une fois calmé, il décide de vérifier s'il a vraiment acquis la compétence du gremlin et est stupéfait de voir à quelle vitesse il peut courir. Cependant, son corps ne supporte pas une telle vitesse, ce qui lui déchire les muscles. Malgré cela, Ursula le soigne simplement et lui ordonne de continuer à courir. Elle explique que les muscles se renforcent chaque fois qu'ils se déchirent, et qu'après avoir répété cela des milliers de fois, il aura un corps capable de supporter n'importe quelle vitesse. N suit ses instructions pendant longtemps, jusqu'à ce que ses muscles cessent de se déchirer. Il devient plus fort et plus souple. Une fois son entraînement terminé, N déclare qu'il se sent prêt à affronter un ours de la mort. Cependant, Ursula lui assure qu'il n'est pas encore prêt, ce qui le décourage fortement. Pour le motiver, elle décide de lui permettre d'évaluer sa propre compétence, bien qu'elle ne semble pas enthousiaste à l'idée. Ursula lui montre sa compétence en l'enveloppant dans une sphère de feu, expliquant qu'elle a utilisé un sort appelé suppression de sort. Avec cette compétence, N peut utiliser la magie uniquement en y pensant, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de réciter l'incantation. C'est une aptitude très utile en combat. N utilise rapidement son œil spirituel pour évaluer cette compétence ainsi que boule de feu. Cependant, pour cette dernière, il échoue à l'acquérir et finit brûlé par Ursula. Après un nouvel essai, il réussit finalement à obtenir la compétence. Pendant les 5 jours suivants, N continue de s'entraîner. Comme son domaine n'est pas magique, il a une faible capacité magique et s'évanouit dès qu'il épuise tout son mana. Pour l'aider, Yuri utilise une goutte de sève de l'arbre monde, qui non seulement restaure le mana, mais augmente également la capacité magique. Cependant, cette goutte ne fonctionne que lorsqu'il est complètement à court de mana. C'est pourquoi N doit continuellement s'épuiser en mana. Après 1 mois et demi de ce régime, N parvient non seulement à lancer 1000 boules de feu d'affilée, mais aussi à manipuler la magie de niveau intermédiaire. Avec les compétences copiées des gremlins et d'Ursula, son physique entraîné, l'augmentation de sa capacité magique, et la super évaluation offerte par son œil spirituel, N se sent enfin prêt. Quand le moment arrive, Ursula lui annonce qu'il est temps de prendre sa revanche. Une fois de plus, N affronte l'ours de la mort. Bien qu'un peu nerveux, Ursula lui rappelle que s'il applique son entraînement, il gagnera sans problème. Avec cette assurance,
elle accepte qu'il n'est plus la personne qu'il était autrefois et rassemble son courage pour faire face à l'ours de la mort sans hésitation. Elle commence par lancer la boule de feu sur l'ours, mais sa précision est affectée par ses nerfs. Pourtant, il ne renonce pas et utilise une combinaison de tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, en lançant des attaques magiques incessantes. Finalement, le Death Bear tombe, bien plus facilement qu'En ne l'aurait imaginé. N se demande si le Death Bear était si faible, mais il finit par reconnaître que c'est lui qui est devenu beaucoup plus fort. Voyant que le perdant semble désormais confiant et capable d'abattre de grands monstres, Ursula considère que son entraînement est terminé. Elle lui ordonne donc de quitter déjà le donjon. Avant de partir, N retourne à l'Arbre-Monde pour dire adieu à la femme melon Yuri et remercie cette dernière ainsi que sa mère pour l'avoir aidé à devenir compétent. En cadeau d'adieu, Ursula offre à N les restes du cœur spirituel d'Yggdrasil, similaire au noyau utilisé pour créer son œil gauche prothétique. Avoir un noyau supplémentaire permettrait à N d'en fabriquer un nouveau en cas d'urgence. Cependant, N hésite à accepter ce cadeau, se demandant si la pierre verte n'est pas la source des pouvoirs de Yuri. Ursula n'offre aucune explication, se contentant de le rassurer sur le fait que Yuri ira bien. Elle précise également que cette pierre précieuse ne lui appartient pas pour toujours, affirmant avoir placé un sort dessus qui la fera revenir à elle une fois qu'il sera mort. Sachant qu'N ne risque pas d'utiliser cette pierre, Ursula décide de la rendre immédiatement utile. Elle attache alors la pierre à son œil spirituel, le transformant en une forme divine évoluée. Lorsqu'N ouvre son nouvel œil spirituel amélioré, il se rend compte que Yuri a disparu. Pris de panique, il commence à la chercher frénétiquement en criant son nom, mais elle réapparaît peu après, émergeant de son nouvel œil spirituel divin. Ursula révèle finalement la vérité, elle vient de transplanter le noyau de l'arbre de vie, Yggdrasil, dans l'œil d'N. Puisque Yuri est l'arbre de vie, elle vivra désormais à l'intérieur de son œil. Avant qu'N ne puisse comprendre qu'il a été dupé dans une relation à vie avec Yuri, cette dernière change de sujet avec enthousiasme, expliquant à quel point elle lui sera utile désormais, elle pourra le soigner à volonté, autant de fois que nécessaire. Contre toute attente, N semble apprécier cette situation, puisque maintenant, il possède littéralement une waifu qu'il peut invoquer ou désinvoquer à sa guise. Cependant, il vérifie quand même auprès d'Ursula si elle est d'accord avec cet arrangement, demandant si elle se sent bien à l'idée d'être séparée de sa précieuse fille. En entendant cette question idiote, Ursula frappe N au visage et lui écrase le pied dessus pour lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de sa frustration. Elle lui hurle qu'elle n'a aucune intention de laisser sa fille avec un perdant inutile comme lui. La seule raison pour laquelle elle laisse Yuri partir, c'est que, depuis sa naissance, Yuri est seule et n'a jamais eu d'amis. En tant que mère responsable, Ursula veut que Yuri voie le monde à travers les yeux d'N et qu'elle expérimente une jeunesse pleine de vie qu'elle n'a jamais connue. N promet à Ursula qu'elle peut lui faire confiance pour prendre soin de sa fille. Cela réglé, Ursula offre à N un véritable cadeau d'adieu, elle appose un sceau sur sa main droite, lui conférant la capacité de stocker un nombre infini d'objets à volonté. Elle décide aussi de lui offrir une épée spirituelle, mais avant cela, elle libère sa frustration restante en lui plantant l'épée dans son autre œil. Alors que Yuri le soigne, Ursula force soudainement une pierre dorée dans sa bouche. Cette pierre, appelée la pierre du sage, est un dispositif qui lie sa conscience à lui à travers son autre œil. N se retrouve littéralement privée de ses deux yeux par ce duo mère-fille rusé sans même s'en rendre compte. Cela garantit qu'Ursula sera toujours à l'autre bout de la ligne pour surveiller et s'assurer qu'il n'y aura aucune manigance entre N et Yuri. Malgré tout, N se sent désormais pleinement prêt et éprouve un fort désir de rembourser Yuri pour tout ce qu'elle a fait pour lui. En réponse, Yuri lui demande de l'aider à retrouver ses sœurs, qui sont dispersées à travers le continent sous forme d'arbres de vie dans des donjons. Sans véritable but dans la vie, N accepte cette nouvelle mission de parcourir le monde pour réunir Yuri avec sa famille perdue. Enfin, N retourne dans le donjon et, avec l'aide d'Ursula, la commentatrice non désirée, il anéantit des monstres de rang S avec facilité. Comme si N n'était pas déjà assez puissant, Ursula commence à contrôler à distance sa compétence d'évaluation, l'utilisant pour voler les compétences des monstres de rang S qu'il affronte. Normalement, l'évaluation entraîne un terrible mal de tête après coup, mais avec la guérisseuse Yuri constamment à ses côtés, elle n'a plus à supporter cette douleur et devient de plus en plus reconnaissant envers sa nouvelle partenaire. Peu de temps après, il atteint la porte menant à la salle du boss final, qu'il doit vaincre pour quitter le donjon. Selon Ursula, le boss protège le cœur du donjon, et détruire ce dernier permettra de déverrouiller la sortie. Bien qu'hésitant au départ, N accepte le défi, encouragé par les bénédictions de la meilleure fille, Yuri. Il ouvre la porte de la salle du boss et remarque que la seule chose visible au loin est le cœur du donjon. En s'approchant, un cercle magique d'invocation s'active, faisant apparaître le boss du donjon, un monstre rocheux qui, honnêtement, ne semble pas effrayant du tout à cause de son apparence maladroitement dessinée. En suivant les instructions d'Ursula, N encaisse un coup puissant du boss, endurant sa force avec les dents serrées. Il utilise ensuite une compétence volée à un autre monstre plus tôt pour dissoudre la main du boss. Cependant, le boss n'est pas encore vaincu. Au lieu de cela, il semble encore plus intrigué par le combat et commence à donner des coups de poing frénétiques.
Ursula donne alors le feu vert à N pour utiliser la technique magique ultime qu'elle lui a apprise pendant son entraînement. Avec son niveau actuel de magie, Ursula estime qu'il ne pourra utiliser ce sort qu'une seule fois avant de s'effondrer, mais elle le rassure en lui rappelant que Yuri sera toujours là pour le soigner. Sans hésitation, N rassemble toute sa force et forme une boule d'énergie lumineuse au-dessus de la tête du boss. Il dirige la boule vers le bas, qui frappe le boss comme un météore, provoquant une explosion ardente qui réduit le monstre en cendres fumantes. Pendant qu'il évalue le golem, Ursula lui rappelle d'évaluer également le cœur du donjon, un grand cristal vert. Alors qu'il s'apprête à examiner le cœur, Ursula apparaît derrière lui et lui rappelle que son œil gauche est aussi puissant que celui d'Yggdrasil. Peu après, Yuri les rejoint, et tous admirent le grand cristal vert. C'est alors qu'Ursula révèle que le cœur du donjon peut améliorer l'œil d'En. En entendant cela, N est ravie à l'idée de pouvoir améliorer encore son œil déjà perfectionné. Lorsque Yuri lui demande s'il souhaite procéder à l'amélioration, N accepte immédiatement. À ce moment, Ursula transfère le cœur du donjon dans l'œil d'N, le faisant passer au niveau 2. En voyant à quel point il est excité, Ursula lui conseille de continuer à vaincre des boss de donjon et à absorber leur cœur pour améliorer davantage son œil. Après cela, ils quittent tous le donjon. Juste après être sortis, la porte se referme. En se retournant, N court vérifier si elle est vraiment fermée pour de bon, mais Ursula affirme que c'est probablement le cas, car le donjon a perdu son cœur. Elle révèle également que la falaise dans laquelle N était tombée plus tôt pourrait avoir été scellée elle aussi. À cause de cela, plus personne ne pourra venir à Yggdrasil. En entendant cela, N est satisfait, car il n'a plus aucune affaire avec ce donjon et peut désormais retourner à la surface sans regret. À la guilde des aventuriers, Zoïde informe d'autres aventuriers de sa rencontre avec les chiens infernaux plus tôt. Il leur conseille de ne jamais s'approcher de ce donjon. Cependant, ils veulent savoir ce qu'il est advenu de N, et Zoïde leur raconte qu'il s'est sacrifié pour leur permettre de vivre. Il dépeint N comme un sauveur héroïque, et les idiots naïfs le croient, comme prévu. Bien sûr, tout cela est un mensonge qu'il a inventé pour cacher le fait qu'il avait utilisé N comme appât pour s'échapper des chiens infernaux avec les autres. Alors qu'il raconte le sacrifice de N, la voix de ce dernier retentit derrière lui. En se retournant, il voit N, supposément mort, et panique complètement. Il cherche à savoir comment cet idiot est encore en vie, mais N lui répond fièrement qu'il a éliminé tous les monstres. Zoïde ne croit pas un mot, pensant qu'N n'était qu'un faible incapable. En observant la réaction de Zoïde envers N, les aventuriers commencent à douter de son histoire. À ce moment-là, N révèle la véritable histoire, Zoïde l'avait paralysé et utilisé comme appât pour les chiens infernaux. En entendant cela, les aventuriers, furieux, passent à tabac Zoïde pour sa trahison. Juste avant qu'ils ne finissent de l'envoyer rejoindre ses ancêtres, N les arrête. Il remercie même Zoïde pour l'avoir abandonné, car cela lui a permis de rencontrer Yuri et Ursula. Après avoir dit cela, il quitte la guilde, laissant les autres aventuriers stupéfaits par son calme et sa grandeur d'âme. Il se demande si ce N, si mature, est bien la même personne qu'il connaissait autrefois. Plus tard, N et son groupe continuent de vaincre des monstres dans d'autres donjons afin d'améliorer ses capacités. Chaque victoire permet à ses yeux d'évoluer grâce au transfert du cœur du donjon dans ses yeux, orchestré par Ursula. En traversant une forêt, ils entendent des cris lointains. En se précipitant, ils découvrent une calèche attaquée par des monstres. N élimine rapidement les créatures tandis que Yuri et Ursula soignent les gardes blessés. N s'approche alors de deux personnes effrayées dans la calèche pour vérifier si elles sont blessées. Lorsque la femme parmi eux se retourne, elle tombe instantanément amoureuse de N et lui saute dans les bras, le qualifiant de héros. Mal à l'aise, N demande de l'aide à l'homme qui l'accompagne, pensant qu'il est son frère. Mais l'homme se présente comme Jasper, chef de la guilde marchande. Dans un retournement de situation, la femme s'avère être la princesse Claudia, une membre de la royauté. Elle insiste pour les inviter dans son manoir afin de les remercier convenablement pour leur aide. Bien qu'N pense que Yuri et Ursula méritent davantage de remerciements pour avoir soigné les blessés, Claudia les remercie cordialement avant de leur demander d'abandonner les formalités et de simplement l'appeler Claudia. À ce moment, Claudia tente à nouveau de sauter sur N, mais Yuri s'interpose. Lorsque Claudia demande pourquoi, Yuri avoue à contre-cœur qu'N est son mari. N se demande quand le mariage a bien pu avoir lieu. Comme si cela n'était pas déjà assez surprenant, Claudia déclare qu'elle ne voit aucun inconvénient à être la seconde épouse. Et là, encore plus choquant, pendant que les deux femmes se disputent à propos d'N, Jasper demande à parler avec lui en privé. Dans une tournure encore plus étrange, Jasper demande à N de l'épouser. La réaction de N est aussi choquante que celle de tout le monde. Jasper explique ensuite qu'il est membre de la célèbre guilde Phénix d'Argent. Il emmène N dans un entrepôt souterrain où il lui montre une collection impressionnante de joyaux et de pierres précieuses qu'il a accumulées au fil des ans. Jasper reconnaît que l'œil gauche d'N est un cœur spirituel et raconte une histoire étrange sur la façon dont Yggdrasil a quitté la surface pour devenir un cœur secret utilisé pour sceller le roi démon. À cause de cela, Jasper veut épouser N pour avoir une chance de se refléter dans ses yeux spirituels. Oui, c'est aussi bizarre que cela en a l'air. Surprenamment, Ursula conseille à N d'accepter cette offre,
principalement pour obtenir des informations sur des donjons cachés que Jasper pourrait connaître. Bien que cette idée semble étrangement tentante pour N, il propose seulement de devenir l'ami de Jasper. Lorsqu'N demande des informations sur d'autres donjons, Jasper, d'abord incertain, lui assure qu'ils pourront les trouver rapidement. Cela rend N heureux, mais Jasper, toujours obstiné, semble vouloir plus qu'une simple amitié. À ce moment-là, Yuri, Claudia et Ursula rejoignent la discussion, chacune cherchant visiblement à attirer l'attention d'N. C'est une véritable mêlée romantique où chacun semble vouloir un morceau de ce saucisson héroïque. En ce moment même, le groupe du protagoniste vient d'atteindre un donjon secret dont Jasper leur avait parlé précédemment. Bien sûr, le héros espère y retrouver au moins l'une des sœurs de Yuri. Un peu plus tard, ils tombent sur une impasse, mais Ursula leur révèle que le mur devant eux est en réalité un portail de téléportation. En le touchant, ils entrent dans le donjon et découvrent un paysage incroyable. Cependant, tout porte à croire qu'il ne s'agit que d'illusions puissantes capables d'altérer la perception des lieux. Soudain, une voix retentit, et une jeune femme blonde apparaît, il s'agit de Pina, la sœur cadette de Yuri. Elle leur annonce qu'elle les attendra au bout du donjon. Le héros est stupéfait que Pina ne vienne pas immédiatement voir Yuri après tout ce qu'ils ont traversé pour la retrouver. Mais elle refuse, affirmant qu'elle préfère les attendre plus loin. D'ailleurs, elle leur explique avoir placé de nombreux monstres et pièges sur leur chemin, et prévient Yuri que son petit ami devra se montrer à la hauteur, sous peine de mourir. Yuri est gêné par cette appellation, mais le protagoniste reste concentré sur sa mission. Il estime que l'endroit est trop dangereux pour Yuri et lui demande de retourner en lieu sûr. Puis, il avance prudemment dans le donjon, malgré les avertissements de Pina, qui le met en garde contre les dangers extrêmes de cet endroit. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le héros est accompagné de Yuri et d'Ursula, qui l'aident à esquiver les nombreux pièges disséminés sur le parcours. Pina n'en revient pas, il franchit avec une facilité déconcertante les pièges qu'elle avait mis tant de temps à installer. Elle décide alors d'envoyer des monstres redoutables contre lui. Peu après, il tombe sur une créature de rang S, capable de manipuler les plantes. Cette créature diffuse un gaz soporifique pour endormir ses ennemis, mais grâce à sa résistance aux altérations d'état, le héros n'en ressent aucun effet. Il élimine le monstre, l'évalue et obtient de nouvelles capacités impressionnantes. Soudain, une attaque surgit de l'ombre. Malgré tous ses efforts, le protagoniste ne parvient pas à localiser son assaillant, qui semble utiliser une technique de furtivité. Pina est stupéfaite qu'il puisse rester debout, discuter et avancer sans subir de dégâts. Il lui explique alors qu'il possède la capacité annulation d'embuscade et que son aptitude forteresse inébranlable le rend insensible aux attaques normales. Pina espère encore que ses fourmis furtives parviendront à le blesser sans être repérées. Mais Ursula les détecte immédiatement et les élimine en un instant. Grâce à cela, le protagoniste acquiert lui aussi des compétences en furtivité. Pina est sous le choc, comment un simple humain peut-il anéantir ces monstres de rang S avec une telle aisance? Elle lui demande ce qui le rend si puissant, et il lui répond que Yuri lui a offert quelques cadeaux qui le rendent incroyablement fort. Cette réponse irrite Pina, mais elle ne renonce pas et envoie ses créatures les plus redoutables, une gigantesque araignée et un centaure. Une fois encore, le héros et son groupe les éliminent d'un seul coup. Ursula évalue leur capacité et annonce que le protagoniste peut désormais créer des fils d'acier et améliorer ses flèches. De plus, il développe une capacité qui lui permet d'esquiver automatiquement les attaques à distance. Chaque seconde qui passe, il devient encore plus puissant. Pina n'est plus en colère, elle est simplement abasourdie par la situation. Pendant ce temps, on retrouve Zoïde, qui traverse une période difficile. Il tient le protagoniste pour responsable de tous ses malheurs. Un flashback nous ramène à une scène dans un bar, les habitants le méprisent et murmurent dans son dos, le considérant comme un être répugnant après avoir utilisé son propre compagnon comme appât. Dans ce même bar, il croise Ghislaine et lui demande où elle était passée. Elle le supplie de s'éloigner, tandis que les autres clients prennent sa défense. Elle leur a raconté que Zoïde l'avait forcé à utiliser un sort de paralysie contre le héros. Rejeté de toutes parts, Zoïde comprend qu'il doit accomplir un exploit pour retrouver la confiance des gens. Il décide alors de se lancer seul dans une mission périlleuse. C'est ainsi qu'il se retrouve dans le même donjon que le héros et finit par être téléporté dans cet endroit mystérieux. Comme il est pathétique, Zoïde tombe dans le tout premier piège. Mais au lieu de mourir, il revient simplement au point de départ. Pina lui explique alors que personne ne peut mourir dans cet endroit, et qu'il doit recommencer. En apprenant cela, Zoïde perd toute crainte et se lance à corps perdu dans le donjon, tentant encore et encore de le traverser malgré les difficultés. Après un moment, il se demande à quel point cet endroit peut être vaste. C'est alors qu'il tombe soudainement sur un gigantesque lézard qui le blesse grièvement en un instant. Pina lui propose de l'extraire du donjon s'il abandonne, mais Zoïde refuse catégoriquement. Alors qu'il semble condamné, un homme surgit de nulle part et élimine le monstre en une fraction de seconde. Reconnaissant, Zoïde s'apprête à remercier son sauveur, mais lorsqu'il réalise qu'il s'agit de N, il est sous le choc total. Il lui demande ce qu'il fait ici, et le héros répond tout naturellement qu'il est venu conquérir le donjon. Pendant qu'il évalue le crocodile vaincu,
Zoïde est incapable de comprendre comment un crasseux a pu abattre une telle créature d'un seul coup. Le protagoniste demande à Yuri de soigner Zoïde, et grâce à quelques gouttes de son élixir, il retrouve la pleine santé. Avant que Zoïde ne puisse poser davantage de questions, elle lui lance une compétence d'endormissement et demande à Pina de l'évacuer du donjon. Enfin, le héros arrive à la salle du boss. La rouquine l'attend et lui annonce que s'il ne parvient pas à vaincre le gardien, il ne pourra jamais la rejoindre. Elle est un peu perplexe, car il pensait que vaincre le boss suffirait à sceller l'arbre-monde. Mais Ursula lui explique que rien ne changera tant que le noyau du labyrinthe ne sera pas détruit. Le protagoniste pousse un soupir, mais il est surpris de découvrir une nouvelle jungle à l'intérieur même du donjon. Soudain, le sol tremble violemment. Ursula l'alerte, leur ennemi c'est le terrain lui-même. Et oui, devant eux se dresse un gigantesque monstre semblable à une tortue, et visiblement, il n'est pas d'humeur à plaisanter. Le héros n'en revient pas, mais il sait qu'il n'a pas le temps de se plaindre. Il se met immédiatement en position de combat et envoie des boules de feu sur la créature. Cependant, il réalise rapidement que ses attaques ne lui infligent aucun dégât. Ursula perçoit une énergie magique familière dans les environs, mais elle rappelle au héros qu'il affronte un adversaire extrêmement puissant et qu'ils doivent se concentrer. La tortue lance alors une hydrobombe dévastatrice. Elle utilise sa super évaluation et par l'attaque, la renvoyant à l'envoyeur. Malheureusement, cela ne semble avoir aucun effet non plus. Le héros commence à s'inquiéter, aucun de ses assauts ne fonctionne. Il réfléchit un instant et comprend enfin que les attaques magiques sont inefficaces parce que le corps de la tortue n'est qu'une illusion. Elle utilise alors une compétence pour dissiper l'illusion, révélant ainsi la véritable apparence du boss. Et surprise, la redoutable tortue n'est en réalité qu'une adorable petite créature. L'illusion était si puissante qu'elle altérait l'espace lui-même, à tel point qu'Ursula n'avait rien détecté. Elle félicite alors N, car il a remporté ce combat entièrement par ses propres moyens. Le héros évalue la tortue et découvre qu'elle serait la fille de la tortue noire, l'une des 4 bêtes sacrées de la création. Ursula émet toutefois des doutes, trouvant cette information peu crédible. Elle demande à Pina s'il doit tuer la tortue pour valider sa victoire. Elle lui répond que oui, sinon il ne pourra pas achever l'épreuve du donjon. Mais le héros considère que briser l'illusion équivaut déjà à une victoire et qu'il n'a aucune raison de faire souffrir une créature aussi mignonne. Devant son insistance, Pina finit par céder. Elle a officiellement triomphé. Enfin, ils atteignent la véritable Pina. Yuri, folle de joie après tant de temps, se jette sur elle pour l'enlacer. La rouquine est aussi heureuse de revoir sa sœur, mais elle avoue qu'elle avait surtout hâte de rencontrer en personne celui qui lui cause tant de problèmes, autrement dit, le héros. Yuri s'empresse de défendre N, expliquant qu'il est en réalité un homme bon et bienveillant. Pina en profite aussitôt pour la taquiner à ce sujet. Yuri ne sait pas trop quoi dire, mais elle réalise que sa sœur est restée la même qu'avant. Bien sûr, cela la réjouit de la voir toujours aussi enjouée. De son côté, N ressent une certaine sérénité en voyant que la blonde a enfin retrouvé l'une de ses sœurs. Pina en profite alors pour leur faire une petite demande, elle veut les accompagner dans leur voyage. Après avoir passé trop de temps sous terre, elle rêve d'explorer la surface. En échange, elle leur offrira son noyau spirituel. Yuri accepte immédiatement avec enthousiasme, et le héros, voyant que la blonde est d'accord, accepte à son tour. Soudain, la petite tortue bondit sur le sol et se transforme en une jeune femme. Elle se présente comme Kurohime, fille de la tortue noire et gardienne de Pina. Elle n'en revient pas. De plus, elle semble bien connaître Ursula. Mais chose encore plus surprenante, Ursula se montre étrangement polie avec elle, ce qui choque totalement le héros. Il ne l'avait jamais vue agir ainsi. Ursula informe alors N que, avant d'emmener Pina, il doit obtenir la bénédiction de Kurohime ou Kuro, pour les intimes. Sans perdre une seconde, N lui demande donc son autorisation. Heureusement, Kuro n'a aucun problème avec le départ de Pina. En fait, elle souhaite même qu'elle découvre le monde extérieur et en apprenne davantage. Cependant, Kuro pose une condition, elle veut les accompagner aussi. Pour cela, elle lui remet une pierre philosophale qui lui permettra de voyager avec eux, tout comme Yuri et Ursula. En prime, elle possède une capacité spéciale, une barrière ultra résistante, qui leur sera d'une grande aide. Comme elle n'y voit aucun inconvénient, tout le monde finit par se joindre à lui. Peu après, Ursula revient avec le noyau spirituel. Grâce à cela, l'œil spirituel divin du héros atteint le niveau 4, lui permettant désormais de voir les arts oculaires et d'évaluer les illusions. Elle est ravie, mais surtout, il est heureux de voir Yuri aussi épanoui. En voyant cela, Ursula le remercie sincèrement. Mais la mission est loin d'être terminée car, il reste encore 6 sœurs à retrouver. Pendant ce temps, Zoïde finit par se réveiller. Il se souvient qu'il l'a sauvée, et, sans trop savoir pourquoi, il fond en larmes. Peut-être est-il bouleversé par le changement radical de ce simple crasseux, comme il l'appelait autrefois. Ce sera une évolution intéressante à suivre en bien ou en mal. Le protagoniste s'est rendu jusqu'à la guilde des aventuriers la plus proche avec Jasper, surtout parce que ce dernier servira d'influence sur place. N souhaite vendre à la guilde tout ce qu'il a récolté. Mais pour cela, il doit remettre sa carte d'aventurier.
La réceptionniste et toutes les personnes présentes pensent qu'En se moque de Jasper, car il leur semble ridicule qu'il soit évaluateur. Cependant, N sort tout ce qu'il a collecté, et tout le monde est surpris. Mais rapidement, il commence à soupçonner qu'il a simplement volé ses objets pour les revendre, le prenant pour un escroc. C'est précisément pour cette raison qu'N ne voulait pas venir ici, il déteste attirer l'attention et encore plus le mépris envers les classes inférieures. Mais soudain, Megan, la chef de la guilde des aventuriers de la capitale, intervient. Elle leur dit qu'il ne devrait pas critiquer quelqu'un à cause de son travail. Elle s'approche du protagoniste et lui dit qu'il a de très beaux yeux. La réceptionniste vient de vérifier l'authenticité des objets grâce à l'œil de la vérité et confirme que tout est réel. Jasper informe alors tout le monde qu'N possède la force nécessaire pour vaincre toutes sortes de créatures. La réceptionniste s'excuse auprès du protagoniste. Megan lui annonce qu'elle la réprimandera plus tard, car juger quelqu'un sur son travail est arrogant. La blonde trouve intéressant que, bien que le destin de chacun semble tracé dès la naissance, certaines personnes refusent de l'accepter et vivent d'une manière extraordinaire. Cela réjouit N, qui avoue que voir Megan et entendre ses paroles lui fait regretter un peu moins d'être venue à la guilde. Megan ajoute qu'elle aime les hommes forts comme lui et qu'elle aimerait qu'il reste à la guilde, mais ils en parleront plus tard. Jasper demande alors au protagoniste de montrer les autres objets qu'il a récupérés dans le donjon secret. Et cette fois, la situation échappe totalement au contrôle des personnes présentes, car ce qu'il dévoile est incomparable. Le protagoniste décide alors de quitter les lieux en courant, puis va prendre un bon bain. Il avoue que, bien qu'il n'aime pas être méprisé, il ne se sent pas non plus à l'aise quand on l'admire de cette manière. Yuri apparaît et lui dit que la lune est magnifique, ce qui surprend N, car il ne s'attendait pas à la voir dans cet état, encore moins en compagnie de Pina. Cette situation le met extrêmement mal à l'aise. Ursula le prévient que s'il fait quoi que ce soit d'inapproprié, elle le réduira en cendres avec son meilleur sort. Plus tard, le protagoniste se repose. Kuro admet qu'il a bien fait de lui confier Pina, car cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vue aussi heureuse. Elle lui demande si Pina est comme une fille pour elle, et Kuro lui répond que oui. Les gardiens ont créé les noyaux, et ces jeunes filles sont leurs esprits. En un sens, on peut donc dire que Kuro a donné naissance à Pina. Elle comprend alors qu'en plus de Yuri et Pina, il existe 6 autres duos mère-fille. Mais Kuro le corrige, en réalité, il y en a 7. Même si le premier arbre s'est flétri, son noyau n'a pas été totalement détruit. Il est donc fort probable que le premier esprit soit toujours en vie, il s'agit d'Eshina, la sœur aînée. Elle devrait être quelque part avec son gardien, mais personne ne sait où elle se trouve, ni où sont les donjons des autres arbres. Cette révélation donne un peu mal à la tête au protagoniste. Mais il ne compte pas abandonner, car il a promis quelque chose à Yuri et Ursula, et il fera tout pour tenir parole. Le lendemain, le protagoniste se sent revigoré et sait qu'il doit rassembler toutes les informations possibles. En entrant dans une salle, il tombe sur Megan et Jasper. Jasper lui annonce que Megan est venue avec une requête spéciale. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi elle lui demande cela alors qu'elle pourrait s'adresser à n'importe qui d'autre de la guilde. Elle lui explique que c'est quelque chose que seul lui peut accomplir. Elle lui demande s'il connaît le Behemoth. Comme il ne sait pas de quoi il s'agit, elle lui explique qu'il s'agit d'un puissant dragon ancestral du roi démon Mictoran. Ce dragon s'est caché après la défaite du roi démon. Jasper poursuit en disant que, pour une raison inconnue, il vient de réapparaître et attaque uniquement les marchands et les caravanes qui passent dans la région. En résumé, Megan veut que le protagoniste élimine ce monstre de rang SS. De manière inattendue, le protagoniste accepte immédiatement. Cette réponse ravit à la fois Jasper et Megan, car c'était littéralement une mission que seule N pouvait accomplir. Un peu plus tard, on retrouve le protagoniste dans un désert. D'après Ursula, Behemoth devrait se trouver dans cette zone. Elle lui explique que l'ennemi est un dragon de terre capable d'absorber la magie et de s'approprier son pouvoir. Grâce à une capacité nommée balle hélice, il peut transformer l'air en projectile perforant. N devra donc être extrêmement prudent. Pour l'instant, il décide de n'utiliser que son épée et quelques compétences afin d'éviter les ennuis. Ursula lui apprend que durant la journée, le dragon se cache dans le sable. Il devra donc le forcer à sortir de son repère. Son plan est d'utiliser Nova Strike, et quelques secondes plus tard, Behemoth surgit, furieux. Il demande qui est l'insolent qui a interrompu son repos. De manière totalement aléatoire, il commence alors à raconter qu'il n'a jamais connu la défaite. Après que le roi démon lui a donné la vie, il n'a rencontré personne de plus fort que lui. Son pouvoir est si écrasant qu'aucun être au monde ne représente une menace pour son existence. En d'autres termes, ce petit dragon a une arrogance telle qu'il se considère comme un dieu dans ce monde de faibles. Mais il admet aussi que c'est précisément à cause de cela qu'il s'ennuie. Le dragon demande au protagoniste qui il est. N se présente et l'avertit qu'il est venu pour le vaincre. Le dragon ne peut s'empêcher de rire et demande au protagoniste s'il pense réellement pouvoir l'affronter. Après tout, il a été créé par le roi démon en personne, et personne n'a jamais réussi à le vaincre. Le protagoniste répond que le roi démon ne devait pas être si impressionnant que ça, ce qui met la créature dans une rage folle. Sans attendre, le dragon attaque. Le combat commence,
et N esquive habilement les assauts avant de trancher l'un des bras de son adversaire avec son épée. Le dragon est stupéfait par cette prouesse, car sa peau est censée être aussi résistante que l'oricalque, un métal mythique d'une dureté extrême. Réalisant qu'il n'a pas l'avantage, il décide de s'enfouir sous terre pour intimider N et l'attaquer par surprise depuis un angle mort. Quand il lance son assaut, il parvient à avaler le protagoniste tout entier. Certain d'avoir remporté une victoire de plus, il savoure son triomphe, mais il comprend rapidement que quelque chose ne va pas. Quelques instants plus tard, le dragon est littéralement réduit à l'état de slime. Toujours en vie, il demande au protagoniste comment il a pu le vaincre. N lui explique qu'il a simplement lancé un puissant sortilège depuis l'intérieur de son corps, après avoir analysé que seule la surface du dragon absorbait la magie, pas son intérieur. Bien sûr, il avait pris soin d'activer une barrière pour ne pas subir de dégâts. N révèle aussi qu'il avait utilisé une illusion dès le début du combat, le dragon n'a en réalité attaqué qu'un mirage. Trop arrogant pour s'en rendre compte, il s'est lui-même précipité vers sa défaite. Le dragon comprend alors tout. Il trouve ironique d'avoir attendu si longtemps un véritable adversaire, et d'être tombé sans s'en apercevoir. Pourtant, il avoue que cela ne lui déplaît pas tant que ça. Il félicite N, car très peu peuvent se vanter d'avoir terrassé un dragon ancestral. N ressent un certain malaise. Il se demande si le dragon était réellement mauvais, ou s'il a simplement été créé ainsi. Peut-être aurait-il été différent s'il avait été conçu avec de la bienveillance? Ursula balaye immédiatement cette pensée, affirmant que la nature ne change pas. N ferait mieux d'évaluer les compétences qu'il vient d'acquérir. Il découvre alors qu'il vient de débloquer des capacités incroyablement puissantes. Peut-être même trop, selon lui. Mais les filles ne tardent pas à le féliciter, car jusqu'ici, seul le héros légendaire ayant scellé le roi démon avait réussi un tel exploit. Elle insiste sur le fait que tout cela est grâce à elle, ce sont elles qui lui ont donné la force qu'il possède. De retour en ville, Claudia apparaît et s'excuse de ne pas être venue plus tôt. Elle rappelle qu'elle veut devenir sa seconde épouse et l'inviter à rencontrer son père. À ce moment, un homme imposant fait son entrée, c'est le roi en personne. Elle ne sait pas comment réagir face à cette figure majestueuse, qui ressemble à un personnage tout droit sorti de Game of Thrones et qui arbore une expression sévère. Mais contre toute attente, le roi lui dit de se détendre. Il est ravi de le rencontrer et le trouve fascinant. Il explique qu'il a appris par Megan qu'En a vaincu le puissant dragon Behemoth ancestral. En tant que roi, il souhaite le remercier pour cet exploit hors du commun. Elle minimise l'événement, mais le souverain confirme que tout ce que Claudia lui a raconté sur lui est vrai, il est un chevalier humble et très séduisant. Mais ce n'est pas tout. Le roi rappelle aussi qu'En a sauvé sa fille, un acte de grande noblesse. Pour lui témoigner sa gratitude, il s'incline devant lui. En est touché, mais précise que tout cela n'aurait pas été possible sans Yuri, qui lui a donné la force nécessaire. À ces mots, le roi s'incline une nouvelle fois, ce qui embarrasse Yuri, connu pour sa timidité. Le souverain conclut en disant qu'il a l'œil pour juger les gens et qu'il admire le fait qu'En ne soit pas devenu arrogant malgré sa puissance. C'est quelque chose de rare. Avant de partir, il remet un cadeau au protagoniste, une montre ornée de l'emblème royal. Grâce à cet objet, N pourra circuler librement où bon lui semble. Il réalise immédiatement la valeur de ce présent, avec cette montre, il pourra se rendre dans des endroits auparavant inaccessibles, notamment là où il pourrait retrouver la famille de Yuri. Il remercie chaleureusement le roi, et ils conviennent de se revoir un jour. Pendant ce temps, en ville, tout le monde parle des exploits d'N, tandis que Zoïde, lui, est complètement ignoré. Il ne supporte pas de voir quelqu'un autrefois méprisé devenir un héros. Il sait qu'il était plus fort qu'N autrefois, mais soudain, une mystérieuse femme lui propose son aide. Il s'agit ni plus ni moins que d'Echidna, un esprit puissant. Pendant que Yuri est allongé sur le lit et que Pina vient de finir son bain, la blonde avoue être un peu inquiète, car le protagoniste ne s'est pas encore réveillé. Pina lui conseille de ne pas trop s'en faire et de plutôt lui préparer quelque chose à manger pour qu'il puisse reprendre des forces dès son réveil. En attendant, elles devraient aller faire des courses ensemble, car cela fait longtemps qu'elles ne sont pas sorties toutes les deux. Yuri n'a pas de problème avec cette idée, mais elle craint que quelque chose de mauvais ne leur arrive si elle s'éloigne trop du protagoniste. Pina, cependant, pense qu'il ne se passera rien de grave et préfère en profiter. Pendant ce temps, le protagoniste semble rêver et se remémore tout ce qu'il a vécu avec Zoïde, y compris les nombreuses humiliations qu'il a endurées pendant si longtemps. Il se voit même après avoir été dévoré par des monstres et comprend que c'est ainsi que les choses auraient dû réellement se passer. Son moi mort lui dit que c'est bien le cas, qu'il a seulement eu un peu de chance et qu'il ne mérite rien de ce qu'il possède maintenant, car les ordures restent des ordures, quoi qu'elles fassent. Il se réveille alors en sursaut, effrayé par ce cauchemar particulièrement terrifiant. Désorienté, il entend Ursula lui demander de se calmer, expliquant qu'il a dépensé beaucoup d'énergie et d'or depuis un moment. Il demande immédiatement où est Yuri, et Ursula lui répond qu'elle est partie en ville avec Pina, tout en précisant qu'elle suit leur position en temps réel au cas où quelque chose arriverait. Elle lui recommande de se reposer, car il criait beaucoup dans son sommeil. Elle confirme qu'il faisait un rêve étrange, ce qui intrigue Ursula. Il finit par avouer que sa rencontre avec Elsa a changé son destin et qu'il a l'impression qu'il aurait dû être dévoré par un monstre.
Il se dit qu'il n'a eu que de la chance de s'échapper et qu'il est encore en vie uniquement grâce à la force qu'elles lui ont donnée. Au fond de lui, il sent qu'il n'a pas changé et qu'il reste une ordure, exactement comme Zoïde le lui a dit. Pendant ce temps, Zoïde est avec Echidna, qui lui propose de l'aider dans sa vengeance. Il est sceptique, alors Echidna lui demande s'il a entendu parler des yeux spirituels. Elle lui révèle que l'évaluateur qu'il déteste tant en possède un, ce qui lui a permis d'acquérir une grande puissance sans trop d'efforts. Zoïde comprend alors tout, il savait qu'il y avait quelque chose d'étrange chez N, car il est impossible qu'une ordure de son niveau soit devenue aussi forte en si peu de temps. Voyant la haine de Zoïde, Echidna lui demande s'il veut lui aussi un œil spirituel. Sans hésitation, Zoïde accepte. Echidna lui présente alors ce qui semble plus être un œil infernal qu'un œil spirituel. Il est terrifiant, mais Zoïde est impatient de l'obtenir pour pouvoir vaincre le protagoniste. Echidna le lui implante immédiatement sur le front, déclenchant une étrange transformation. Il ne semble plus humain, mais il conserve encore sa conscience. Il est ravi de son nouveau corps, se sentant incroyablement puissant et se demandant comment il a pu vivre aussi longtemps en étant faible. Désireux de tester sa nouvelle force, il aperçoit Jolene et attaque immédiatement, éliminant son compagnon sur le champ. Jolene reconnaît la voix de Zoïde, terrifiée, lui demande pardon pour ce qu'elle a fait. Elle lui propose même de dire à la guilde qu'elle est la seule responsable du piège tendu au protagoniste. Elle précise que l'homme qu'il vient de tuer n'était pas son petit ami, espérant ainsi apaiser sa colère. Paniquée, elle pleure de peur face à ce nouveau Zoïde, mais celui-ci reste indifférent et la laisse dans un état pitoyable. Pendant ce temps, Yuri et Pina marchent en ville. Yuri veut devenir plus forte pour ne plus avoir à être protégée en permanence. Soudain, un bruit violent retentit et les gens commencent à fuir en hurlant, annonçant l'arrivée d'un monstre terrifiant. Un enfant blessé attire l'attention de Yuri, qui décide de l'aider en lui appliquant quelques gouttes d'un remède issu de l'arbre-monde. Malheureusement, il n'est pas le seul blessé, plus loin, une femme est gravement touchée, et en réalité, de nombreuses personnes sont en danger. Déterminé, Yuri se met à tous les soigner et demande au garçon de s'enfuir au plus vite. Alors que la ville sombre dans le chaos, Echidna s'amuse, mais estime qu'il est temps pour Zoïde de s'attaquer aux esprits. Zoïde ne comprend pas son objectif, mais elle lui explique que si les esprits sont éliminés, le protagoniste perdra l'accès à ses pouvoirs. Dans ce cas, N redeviendra le pathétique faible qu'il était auparavant. Juste après avoir fini de soigner une personne, Yuri voit Zoïde apparaître, prêt à l'éliminer. Mais Pina active immédiatement une barrière, leur laissant juste le temps de fuir. Zoïde se retrouve temporairement piégé, et Echidna lui annonce qu'il ne pourra pas briser cette barrière avec de simples coups. C'est alors le moment parfait pour utiliser ce qu'elle vient de lui donner. Il fait recours au pouvoir pour détruire la barrière dans laquelle il est enfermé, puis se lance à la poursuite des filles. Maintenant qu'il les a atteints, il peut briser la barrière comme si de rien n'était, et la pauvre Pina est la première à être blessée. Yuri lui demande de fuir, mais Zoïde l'attrape et lui dit qu'elle doit être vraiment stupide pour avoir donné son pouvoir à un type aussi pathétique qu'N. Il ajoute qu'elle va mourir immédiatement pour son insolence. Heureusement, le protagoniste vient d'apparaître pour affronter cet extraterrestre. Ursula arrive également, et là, ça va devenir intéressant. N demande à tout le monde d'entrer dans son œil spirituel pendant qu'il s'occupe de la situation. Il utilise immédiatement évaluation, mais tout ce qu'il obtient, c'est que son adversaire est une chimère. Ursula lui explique que cela ressemble à une capacité de dissimulation, mais qu'elle est suffisamment avancée pour tromper un œil spirituel divin. Le combat commence et le protagoniste parvient à repousser une attaque, mais veut maintenant ériger une barrière pour gagner du temps. Yuri l'avertit que cela ne fonctionnera pas, et heureusement qu'elle le lui dit à temps, car sinon, il aurait été grièvement blessé. Echidna sait que les barrières du protagoniste sont nulles, alors elle est persuadée que ce jour sera le dernier pour lui. Zoïde lui demande si c'est tout ce qu'il a, mais le protagoniste reconnaît sa voix et est surpris de le voir dans cet état. Zoïde lui explique qu'un esprit lui a accordé sa bénédiction, le faisant évoluer, tout comme lui. Mais notre héros ne comprend pas ce qu'il veut dire. Ursula lui dit de se concentrer sur le combat. Zoïde en profite pour lui asséner un coup puissant et continue d'attaquer. Ursula ne comprend pas pourquoi le protagoniste hésite autant. À ce rythme, il va perdre. Zoïde, lui, est impressionné par sa nouvelle force et ne comprend pas pourquoi le protagoniste ne l'utilise pas à son avantage. Il sait qu'ils sont pareils d'une certaine manière. Il poursuit en affirmant que N veut au fond de lui se venger de ce qu'il lui a fait par le passé, l'humilier, l'insulter et l'abandonner à la mort. Le protagoniste nie tout cela, mais son moi intérieur lui demande s'il dit la vérité. Le N sinistre lui rappelle que tout le monde s'est moqué de lui à cause de sa classe, que tout le monde l'a traité comme un moins que rien. Il lui dit qu'il devrait comprendre que Zoïde, dans l'état monstrueux où il est son reflet. Notre héros ne peut pas tolérer ces paroles, mais N sinistre insiste, ils sont identiques. Ils ont tous deux fait tout ce qu'ils pouvaient pour survivre, même les choses les plus ignobles, sans fierté ni dignité. Il lui rappelle que, même s'il est devenu plus fort, il reste un moins que rien. Mais Yuri intervient et lui dit d'arrêter, elle refuse qu'il parle ainsi de quelqu'un d'aussi merveilleux que le protagoniste. Ursula aussi le soutient et lui dit de se rappeler combien il a grandi,
pas seulement en force, mais aussi en tant que personne. Elle lui rappelle qu'il n'a jamais blessé les plus faibles, qu'il a toujours fait le bien. Il doit comprendre qu'ils ne sont pas pareils et ne pas écouter un type comme Zoïd. Le N sinistre lui dit qu'il ne devrait pas se laisser manipuler par leurs paroles. Mais Yuri contre-attaque en lui rappelant tout ce qu'il a fait pour elle, il l'a aidé à retrouver sa famille et à changer son destin pour le mieux. Le protagoniste ne peut s'empêcher de pleurer et se demande s'il est réellement devenu plus fort. Yuri et Ursula lui assurent que oui. Zoïd continue d'insister pour qu'il accepte la vérité. Le protagoniste comprend qu'admettre certaines choses lui faciliterait la vie. Il reconnaît qu'il a toujours détesté ce monde et son système injuste. Il sait que tout ce qu'il a accompli, il le doit à Yuri et Ursula, et qu'il s'est sous-estimé pendant tout ce temps. Mais il réalise aussi que des personnes comme elle croient en lui. Alors il décide de leur faire honneur et de devenir le N qu'elles ont toujours vu en lui. Soudain, une immense énergie magique émane de lui. Ursula est satisfaite, N est le gardien que Yuri mérite. Elle le félicite, car maintenant qu'il accepte sa propre force, il peut utiliser 100% du pouvoir des esprits. Mais Zoïd n'en a rien à faire de tout ça. Il attaque, mais N le projette au loin d'un seul coup. Zoïd est choqué et furieux qu'N le regarde de cette façon. Le protagoniste érige une barrière magique, mais cette fois-ci, elle résiste enfin au sort anti-esprit. Zoïd réclame encore plus de pouvoir à Echidna pour vaincre N, et son corps commence à changer. Il est persuadé d'être le plus fort de tous et qu'il va écraser N. Mais le protagoniste le terrasse d'une attaque surpuissante. Alors que Zoïd est à terre, le protagoniste lui tend la main. Zoïd ne comprend pas pourquoi il l'aide encore. C'est précisément ce qui l'énerve le plus chez lui, il se croit supérieur. Le protagoniste lui répond qu'il n'y a rien de mal à aider quelqu'un. Il croit fermement que, s'il a pu changer, Zoïd peut aussi changer. Tendre la main à celui qui est devant soi est le premier pas vers le changement. Au final, le protagoniste n'a pas tué Zoïd, seulement détruit sa forme monstrueuse. Zoïd a survécu, mais N est persuadé que quelqu'un a profité de sa faiblesse pour lui donner du pouvoir spirituel. Reste à savoir qui et dans quel but. Pendant la nuit, Echidna se réjouit d'avoir obtenu des informations précieuses sur le style de combat d'N. Tout fait partie de son plan. Ce qui ne faisait pas partie du plan, c'est que Zoïd soit encore en vie. Tout cela grâce à la protection purificatrice de Yuri. Heureusement, elle lui a effacé les souvenirs liés au démon. Mais ce n'est pas fini. Il semble que cette femme a des plans encore plus sombres pour l'avenir. Un peu plus tard, Yuri, quelque peu embarrassé, supplie désespérément N de l'embrasser. Encore plus nerveux, ce dernier lui demande d'arrêter de plaisanter. Cependant, Yuri lui assure qu'elle ne plaisante pas, expliquant qu'il s'agit d'un rituel de contact pratiqué entre un esprit et son gardien. Ursula ajoute que, bien que cela puisse sembler regrettable, ce rituel est nécessaire. Jusqu'à présent, elle n'était qu'un apprenti gardien, et sa connexion avec Yuri était instable. Mais maintenant qu'il s'est éveillé et s'est pleinement lié à elle en tant que gardien, ce rituel est indispensable pour renforcer leur lien. Elle réfléchit alors à l'idée qu'un rituel avec un baiser pourrait être comparable à un serment de loyauté pour un chevalier. Il décide donc de s'y plier, bien qu'il demande aux deux naines pourquoi elles doivent être aussi proches. Ursula remarque qu'elle le rende nerveux et demande respectueusement à Kurohime de lui laisser un peu d'espace. Sans plus de cérémonie, les jeunes filles s'éloignent, mais Pina interroge Ursula sur la façon dont elle peut laisser sa chère fille avec un étranger. Ursula lui répond qu'N n'est plus un étranger pour elle, donc tout va bien. Toutefois, elle prévient N très clairement que ce ne sera qu'un baiser, s'il tente d'aller plus loin, il mourra sur le champ. Alors qu'il se retrouve seul dans la pièce, Yuri se prépare à embrasser N, mais celui-ci panique en réalisant qu'il doit l'embrasser sur la bouche. Après avoir pris une grande inspiration, il tente de lui donner un baiser, mais finit par trébucher et l'embrasse sur le front par accident. La pièce entière s'illumine, et son œil s'améliore, tandis que Yuri commence à fantasmer, persuadé qu'elle est en train d'ascensionner vers le ciel. Pendant ce temps, dans ce qui semble être le royaume démoniaque, un gigantesque oiseau accueille Echidna. Cet oiseau, nommé Falco, lui demande ce qui l'amène en son domaine. Elle lui répond qu'elle lui apporte le décret royal du roi démon, qui lui ordonne de tuer un certain garçon. Falco, cependant, réplique que, décret royal ou non, il n'a aucune raison de s'occuper personnellement d'un simple singe. Mais Echidna lui révèle que ce singe a réussi à éliminer Behemoth à lui seul. Falco, sceptique, affirme que les dragons ancestraux ne sont qu'un peu plus forts que les monstres ordinaires, rien de comparable aux démons comme eux. Echidna lui confie alors qu'elle aime les hommes forts, et que le roi démon et elle ne peuvent faire confiance qu'à lui pour accomplir cette mission. Après un peu de séduction, Falco finit par accepter et ouvre un portail pour se rendre rapidement dans le royaume humain. En se dirigeant vers N, il pense à sa vitesse inégalée parmi la noblesse démoniaque. Arrivé à destination, il se présente comme le baron Falco la Tornade, un noble de 5e rang de l'aristocratie démoniaque, venu lui ôter la vie. N, cependant, lui demande de baisser la voix, car tout le monde dort. Indigné, Falco attaque N, mais ce dernier le repousse d'une simple gifle, le renvoyant aussitôt d'où il venait. N s'approche rapidement de Falco et lui demande si le titre de baron n'est pas le plus bas dans la hiérarchie noble. Il enchaîne avec une attaque de balle spirale,
rendant Falco inconscient sous l'impact d'un pouvoir écrasant. À son retour sur Terre, les filles apparaissent, et Pina remarque qu'il est devenu bien plus fort depuis qu'il est devenu un gardien à part entière. Elle suggère même qu'il pourrait être plus puissant qu'Ursula. Cette dernière, se sentant mise de côté, lui administre une sévère correction pour affirmer sa supériorité. Le lendemain, alors qu'il se promène dans le château, Claudia demande à Anne ce qu'il fait là. Il lui répond qu'il est venu pour enquêter sur la bibliothèque interdite, qui contient des livres uniquement accessibles à la famille royale. Grâce à l'emblème que lui a donné le roi, il peut entrer dans des lieux normalement interdits. Cependant, en arrivant à l'entrée, Claudia lui rappelle qu'en vertu d'un ancien contrat, seuls ceux autorisés par le roi et l'archiviste peuvent pénétrer dans la bibliothèque interdite. Elle ne peut donc pas l'accompagner, et elle manque encore l'approbation de l'archiviste. Mais il comprendra comment l'obtenir une fois à l'intérieur. En ouvrant la porte, Anne parvient à entrer, mais Yuri est bloqué à l'extérieur. Ursula arrive aussitôt et lui demande pourquoi son lien avec Yuri s'est rompu. Anne lui demande si elle ne peut pas se téléporter jusqu'à lui, mais elle lui apprend qu'une barrière très puissante empêche les non-humains d'entrer. Anne commence alors à s'inquiéter, réalisant que cette barrière est si forte qu'Ursula elle-même ne peut la traverser. Il leur assure cependant qu'il poursuivra son chemin seul et qu'elles n'ont pas à s'inquiéter, car il reviendra plus tard. Dans la grande bibliothèque, Anne aperçoit une jeune fille en train de tomber et, sans réfléchir, la rattrape. Rouge de gêne, elle le remercie et se présente sous le nom d'Alice. Anne lui demande pourquoi elle tombait ainsi, et elle explique qu'elle était en train de lire un livre et qu'elle a perdu la notion de son environnement. Elle lui révèle ensuite qu'elle est l'archiviste. Reconnaissant, Anne la remercie, car sans son approbation, il n'aurait pas pu entrer. Alice lui demande alors pourquoi il est venu, et Anne lui explique qu'il cherche des informations sur les donjons cachés, car il veut aider un être cher à retrouver sa famille. Touchée par sa requête, Alice lui remet un livre contenant toutes les informations sur le donjon caché. Anne, ravie, la remercie. Alice remarque ensuite que l'œil gauche d'Anne contient son noyau spirituel et en conclut qu'il est lié à Yuri. Elle lui révèle alors qu'elle aussi est un esprit de Yggdrasil. Plus tard, elle nettoie un donjon trouvé dans le livre donné par Alice, mais il réalise que ce n'est pas le donjon caché qu'il cherche. Il décide donc de revenir plus tard pour lui poser des questions en personne. Il s'excuse auprès de Yuri de ne pas pouvoir la réunir immédiatement avec les autres, mais promet que cela arrivera. Pendant ce temps, Alice est en train d'espionner Anne. Sa mère lui demande pourquoi elle ne lui a pas donné le véritable livre sur le donjon caché. Alice, un peu nerveuse, avoue qu'elle a peur d'être connectée au monde extérieur, car elle n'a pas la force de se battre. Tout ce qu'elle peut faire, c'est observer à travers son œil aux 1000 kilomètres. De plus, elle déteste les humains, car ce sont eux qui ont tué sa grande sœur, Echidna. Sa mère lui rappelle alors qu'Anne n'est pas comme eux, ou du moins, c'est ce qu'elle a pu observer. À moins qu'Alice ne lui fasse pas entièrement confiance. À ce moment-là, Anne se souvient du moment où il lui a avoué être un esprit d'Yggdrasil. Sa mère et gardienne s'étaient alors présentée avec Anne sous le nom d'Akaane et lui avait fait savoir qu'elle était très reconnaissante, car cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu sa fille aussi heureuse. Ce qui amène Anne à se demander où diable cette fille a appris à sourire ainsi. Mais passons à l'essentiel, Anne informe Alice que Yuri et Pina se trouvent à l'extérieur. Cependant, Akaane lui répond que c'est impossible, car Alice ne se trouve pas dans le château royal. Elle est actuellement enfermée dans un donjon secret totalement isolé, conçu pour être relié au château royal par une porte dotée d'une puissante restriction. Seuls ceux reconnus par le roi et par Alice peuvent la traverser. Ce lieu renferme l'histoire, les secrets et tout ce qui concerne cette nation. En échange de l'énergie magique qu'Yggdrasil fournit pour les protéger, elles ont le droit de lire les livres conservés là-bas. Cependant, si Alice ou Yuri franchissaient cette porte, elle briserait un ancien contrat en vigueur depuis longtemps. La seule manière pour elle de se retrouver sans enfreindre ce contrat est donc de localiser le donjon secret et la bibliothèque. Anne demande ce qu'il se passerait s'il sortait Alice de cette prison. Akaane lui répond que cela serait difficile, car sa précieuse fille n'est pas si forte. De plus, cela ne signifierait rien si Alice elle-même ne voulait pas partir. C'est alors qu'Anne s'approche d'elle et lui demande si elle ne veut pas voir ses sœurs, Yuri et Pina. En voyant son expression, il comprend qu'elle le veut, mais qu'elle a peur. Faire un pas vers un nouveau monde est effrayant, et il la comprend, car il a ressenti la même chose auparavant. Mais maintenant, il a Yuri, Ursula et toutes les autres à ses côtés, et grâce à elle, il a trouvé le courage d'aller de l'avant. C'est pourquoi il lui dit que si un jour elle trouve la force de franchir ce pas, il fera tout son possible pour la soutenir et éliminera tous les monstres qui se dresseront sur leur chemin pour la protéger. Alice, rouge de gêne, écoute Anne, qui lui demande alors si elle peut lui faire confiance et le laisser l'emmener auprès de ses sœurs. Cependant, elle sait qu'elle ne peut pas lui faire confiance aussi rapidement. Anne lui assure alors qu'il trouvera ce lieu et se met immédiatement à étudier le donjon secret à l'aide d'un livre. Akaane dit ensuite à Alice qu'elle n'est pas obligée de partir si elle ne le souhaite pas et qu'attendre qu'Anne trouve l'endroit pourrait être une option. Mais elle sait bien que sa fille est attachée à ce garçon, car ses émotions se lisent sur son visage. Alice a l'impression d'avoir déjà lu cette scène dans 1000 livres. Un nœud se forme dans sa poitrine, et son monde autrefois monochrome devient vif et coloré.
Akaane lui suggère alors qu'il est peut-être temps de faire confiance à ce garçon. Et si jamais quelque chose ne va pas, elle pourra toujours revenir ici. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours à ses côtés. À cet instant, Anne revient dans la bibliothèque. Alice rassemble alors son courage et demande à Anne de lui faire confiance et de l'emmener dans le monde extérieur. Sans perdre de temps, Anne la prend dans ses bras et, d'un grand saut, l'emmène jusqu'à Yggdrasil. Un peu plus tard, Akaane remet à Anne le noyau spirituel d'Alice. Comme elle ne peut pas utiliser la magie de téléportation, elle décide de confier son clone à Anne pour qu'il l'accompagne. Cependant, au moment de quitter le donjon, Anne se rend rapidement compte qu'Alice est très faible, elle est fatiguée rien qu'en marchant. Il la porte alors tout en éliminant tous les monstres qu'il croise sur leur chemin. Finalement, il vainc le boss du donjon, et Alice, inquiète, le touche pour vérifier s'il n'est pas blessé. Mais Anne lui assure qu'il va très bien. Akaane, amusé, fait remarquer qu'il est un charmeur naturel. Lorsqu'ils arrivent à la porte, Anne les avertit qu'ils sont sur le point d'atteindre l'extérieur. Cependant, Alice ne semble pas très heureuse. Akaane suggère que c'est peut-être parce qu'Anne ne la portera plus tout le temps. Mais Anne répond qu'elle peut toujours lui demander de la porter quand elle le souhaite, ce qui fait aussitôt changer l'expression d'Alice. Akaane s'excite en réalisant que sa petite fille est en pleine romance comique, ce qui pousse Alice, gênée, à utiliser sa magie contre elle. Un peu plus tard, Alice retrouve ses sœurs. Yuri, sans hésiter, se jette sur elle pour l'enlacer, mais Alice garde ses distances et lui demande de ne pas s'approcher. Akaane salue les autres gardiennes, tandis qu'Ursula, nerveuse, s'adresse à elle avec beaucoup de formalité. Yuri, folle de joie, serre Anne dans ses bras pour le remercier, ce qui rend Alice jalouse. Pina, en remarquant cela, s'amuse à la taquiner en serrant Anne dans ses bras et en lui disant qu'elle l'aime, tout en levant son bras et en commentant qu'il lui reste encore un autre bras libre. Yuri tente de s'y accrocher, mais Alice la devance. Pina demande alors à sa sœur si elle a peur que Yuri ou elle lui vole Anne. Anne lui demande d'arrêter de la taquiner, mais Pina, très sérieuse, lui demande directement s'il a des sentiments pour Alice. Les autres filles, inquiètes, posent la même question. Cela laisse Anne perplexe, dans quelle fichue situation vient-il de se retrouver? Maintenant, tout le monde veut savoir si le protagoniste aime Alice, et le pauvre ne sait plus comment échapper à cette situation. Le pire, c'est qu'il ne sait pas où regarder, étant entouré de tant de waifus. Alice commence à se comporter bizarrement. Le protagoniste lui demande si elle va bien, mais elle répond que oui, qu'elle aime juste beaucoup être à ses côtés et qu'elle a décidé d'être avec lui pour le reste de sa vie. Mais cette déclaration est interrompue par les autres, qui interprètent cela comme une opportunité de partir ensemble à l'aventure pendant longtemps. Anne demande à Ursula de traiter le noyau spirituel d'Alice, mais avant cela, Akaane lui donne sa pierre philosophale, étant la mère d'Alice. Elle promet de l'aider autant qu'elle le pourra. En théorie, tout est réglé et Alice est ravie d'être sa nouvelle compagne, mais par accident, elle finit par rencontrer le fameux geek du protagoniste. Mais cela ne surprend aucune des filles, qui s'attendaient à voir quelque chose de fascinant. Yuri, surprise, tombe dans les vapes et Ursula affiche un sourire sinistre, digne d'un antagoniste. Plus tard, Megan vient voir le protagoniste et remarque qu'il est devenu beaucoup plus fort. Jasper l'a aussi remarqué et lui dit qu'il peut venir dans ses bras s'il en a besoin. Mais pour en venir au fait, Jasper lui raconte que le roi lui a envoyé une requête par l'intermédiaire de la guilde. Le protagoniste est surpris, mais Jasper lui demande s'il sait quelque chose sur les démons. Anne pense immédiatement à l'oiseau géant de la dernière fois et répond qu'il est au courant. Megan explique que, il y a plusieurs siècles, les héros ont créé un mur dimensionnel pour expulser les démons. Cependant, ces derniers temps, de plus en plus de démons apparaissent à Reshik, et personne ne sait pourquoi. C'est pourquoi la mission du protagoniste consiste à éliminer les démons présents là-bas, car il ne faut pas les laisser causer plus de dégâts. De plus, comme les aventuriers normaux ne peuvent pas les affronter, il est le candidat idéal. Anne informe immédiatement les filles de la situation, et Ursula lui rappelle que leur objectif se trouve ailleurs. Elle lui demande s'il compte vraiment aider des étrangers. Mais le protagoniste lui retourne la question, n'était-il pas lui-même un étranger lorsqu'elles l'ont aidé? Il sait mieux que quiconque ce que c'est que de vivre dans le désespoir face à un ennemi impossible à vaincre. C'est pourquoi, maintenant qu'il possède un tel pouvoir, il veut aider, tout comme elle et Yuri l'ont fait pour lui. Yuri intervient immédiatement pour lui dire qu'elle le soutient. Pina et Alice font de même, si c'est ce qu'il veut, elles l'aideront sans hésitation. Anne demande alors à Ursula ce qu'elle en pense, et elle répond simplement que, puisque Yuri le veut, elle ne peut pas s'y opposer. Ainsi, la mission est acceptée, et le protagoniste promet d'éliminer ces démons à tout prix. Nous voyons maintenant de nombreuses personnes marchant sur un sentier, dont une petite fille qui dit à son père qu'elle a très faim. Il la réconforte en lui disant qu'ils arriveront bientôt à un endroit où elle pourra manger autant qu'elle veut. En effet, lorsqu'ils arrivent sur place, la terre commence à trembler, et il semble que tout le monde sache ce qui arrive. Le seigneur Hydra, censé protéger le village. Ces gens sont venus faire une offrande à l'Hydre. L'Hydre, qui semble avoir plusieurs personnalités, est furieuse que les humains aient pris tant de temps. Mais au dernier moment, l'homme refuse de livrer sa fille,
ce qui provoque le chaos parmi les autres. Car si cette offrande ne se fait pas, le village entier sera détruit. En réalité, ce monstre exige qu'on lui offre une femme chaque mois, sinon il anéantira tout le village, y compris ses habitants. L'hydre attaque les hommes. La petite fille semble condamnée, mais au dernier moment, regardez qui vient sauver la situation, N. Ursula nous apprend que cet hydre est un dragon ancestral de rang SS. Il a la capacité de produire à la fois du poison et des médicaments, et cache sa peau sous une couche de toxines mortelles, ce qui le rend extrêmement puissant. Le protagoniste comprend et demande à Yuri de soigner les autres. L'hydre ne comprend pas comment elle a pu soigner tout le monde d'un seul regard. Revenons au sujet. Même le protagoniste est surpris que Yuri ait pu guérir tout le monde si facilement. Elle ordonne immédiatement aux villageois de courir vers le village, car il va s'occuper de l'hydre. Mais les habitants, désespérés, ne voient pas l'intérêt de fuir. Le monstre lui-même trouve absurde qu'un simple humain vienne le défier, et pire encore, avec une simple épée. Soudain, N dégaine son épée, et tranche en petits rondelles le monstre, laissant les villageois sans voix, et leur visage en dit long. Ursula demande au protagoniste s'il a imprégné son épée de la purification de Yuri. Car si c'est le cas, ce n'était pas une mauvaise idée. Le protagoniste confirme, mais réalise soudain qu'Ursula vient de le complimenter. Après avoir analysé les capacités de l'hydre, le protagoniste se tourne vers les villageois, qui lui sont extrêmement reconnaissants, car il vient littéralement de leur sauver la vie à tous. Elle demande à voir le seigneur de ces terres, mais pour une raison inconnue, tout le monde recule et retourne au village. Seule la petite fille s'approche du protagoniste pour le remercier, car elle le considère désormais comme un dieu. Elle lui explique qu'il n'en est pas un, mais il est heureux de la voir en bonne santé et lui promet qu'il continuera d'aider d'autres personnes afin qu'elles puissent sourire comme elle. À présent, son objectif est d'aller voir le seigneur de ces terres. Et après quelques recherches, il finit par trouver l'endroit. Tout cela semble très suspect, car selon Ursula, la résidence a une élégance, un peu trop artificielle. Elle est d'accord et demande aux autres d'entrer dans son œil spirituel afin d'éviter tout danger en pénétrant dans la maison. Le protagoniste se présente, et soudain apparaît un certain Nigain, qui semble très enthousiaste à l'idée de rencontrer N, le tueur de dragons. Nigain lui offre immédiatement un dessert, mais il est tellement salé que le protagoniste trouve immangeable. En le goûtant, Nigain se rend compte qu'il s'est trompé entre le sel et le sucre, difficile à croire que ça arrive encore. Une fois l'ambiance calmée, le protagoniste lui demande des informations sur les démons qui auraient récemment fait leur apparition. Mais contre toute attente, Nigain affirme ne pas savoir de quoi il parle, car il n'en a jamais vu dans ces terres. Selon lui, comme ils sont proches d'Abysswood, une région remplie de monstres, il est possible que ce ne soit que des rumeurs ou des malentendus. Le protagoniste a du mal à y croire, pensant pourtant que les démons étaient bel et bien présents. Nigain s'excuse pour ce faux espoir et lui conseille de repartir et d'informer les autres que tout va bien ici. Le protagoniste lui demande néanmoins la permission d'explorer les environs, juste pour être sûr que tout est en ordre, car la population semble vraiment inquiète. D'ailleurs, il lui raconte qu'en venant ici, il a affronté une hydre. Nigain est choqué en l'apprenant, expliquant que maintenant que l'hydre a disparu, les monstres vont envahir la région. Il lui explique que tant que l'hydre protégeait le village, aucun monstre n'osait s'approcher. Mais N rétorque que cet hydre exigeait des sacrifices humains, ce qui était inacceptable. Nigain répond qu'il est évident que sacrifier une vie pour en sauver 100 est un choix logique. Il lui demande alors s'il compte rester ici pour protéger les habitants éternellement. Nigain est clairement dépassé par la situation, se demandant comment il pourra désormais défendre les terres qu'il a héritées de son père. Malgré tout, il est prêt à tout pour y parvenir. Le protagoniste, en partant, doute de son choix, mais il est certain d'une chose, ce que demandait l'hydre était une folie. Yuri lui rappelle alors qu'il doit suivre la voie qu'il estime juste. Pendant ce temps, on voit Nigain discuter avec un certain Ombre. Ce dernier lui assure qu'il n'y a pas de problème et qu'ils peuvent facilement remplacer l'hydre. Mais il faut faire quelque chose concernant N. Ombre laisse entendre que le protagoniste n'est sûrement pas humain, car un simple humain ne pourrait jamais vaincre une hydre. Selon lui, N doit être un démon. Ainsi, s'il veut protéger ses terres, Nigain doit l'éliminer. Nigain doute d'en être capable, mais Ombre insiste sur le fait qu'il doit croire en lui, car ils sont amis et il ne l'a jamais trahi. Finalement, Nigain accepte et jure de tuer le protagoniste. Une fois seul, Ombre laisse échapper qu'il est très facile de manipuler ces humains au cœur faible et que bientôt, lui, Ombre, le démon vicomte, prendra possession de ce corps. Pendant ce temps, le protagoniste observe le village en ruine. Il remarque même que la tour de surveillance est vide, ce qui est étrange. Il tente d'interroger une jeune fille sur le seigneur des lieux, mais celle-ci s'enfuit immédiatement. Elle trouve cette réaction étrange, et il s'aperçoit rapidement que tous les villageois ont le même comportement. Plus tard, il rencontre un homme résigné qui ne croit plus en l'aide extérieure. Il est persuadé que, comme tous les autres venus avant lui, le protagoniste finira par abandonner. Il lui conseille de rentrer chez lui, car ici, il ne trouvera que la mort. Mais le protagoniste refuse d'abandonner. Sans attendre, il restaure les terres détruites par les monstres et répare même les murs du village pour empêcher les ennemis d'entrer.
Elle encourage les habitants à se battre pour vivre, malgré les difficultés. Il leur demande de le laisser les aider. L'homme est surpris par ces paroles. Il raconte alors que c'est la deuxième fois qu'on lui dit quelque chose de ce genre. La première fois, c'était de la part du père de Nigin, lors d'une bataille. À ce moment-là, le Seigneur leur avait demandé de ne pas mourir, car sans eux, ils ne pourraient rien faire. Il leur avait ordonné de vivre et lui avait demandé de les laisser les aider. Cet homme a de bons souvenirs de l'ancien Seigneur. Mais lorsque Nigin a pris le pouvoir, tout s'est effondré. C'est alors que l'hydre est apparu. C'est Nigin lui-même qui a conclu un pacte avec elle. Il a affaibli les défenses, augmenté les impôts de manière insoutenable, et ceux qui ne pouvaient pas payer disparaissaient à jamais après l'avoir rencontré. L'homme remercie le protagoniste, car grâce à lui, il retrouve un peu d'espoir. Le protagoniste ne s'attendait pas à ces paroles, mais il promet de ne pas les décevoir. Un peu plus tard, il sent qu'une immense horde de monstres approche. Il appelle Yuri et prend une décision, il ne laissera aucun monstre poser un seul doigt sur ce village.